Bouhour, donc neurologue et chef de service dans le service d'électro-neuromyographie et de pathologie neuromusculaire à Lyon, et qui va nous parler d'un examen en particulier, donc, qui est l'ENMG. Bonjour à tous. Donc, je remercie beaucoup l'AFM de m'avoir invité à vous parler de ce sujet qui n'est pas un sujet bien facile, qui concerne donc... du coup, je n'ai pas la première diapo. Voilà, qui concerne l'ENMG, notamment l'ENMG comme aide au diagnostic différentiel, c'est-à-dire faire la part entre ce qu'est devant un symptôme donné, ce qui est en lien avec une myasthénie et ce qui est en lien avec une autre pathologie, qui peut être le reflet d'une autre pathologie. Donc, avant de détailler les pathologies, il est important que vous sachiez quels sont les outils que l'on a à notre disposition quand on fait un examen électro-neuromyographique. Et j'ai essayé d'illustrer mon propos avec des images et des vidéos pour que ce soit un peu plus parlant pour vous, parce que c'est quand même un domaine assez spécialisé. Donc, les outils ENMG dont on dispose sont, dans un premier temps, les études des conductions motrices et sensitives. Vous savez que chaque nerf... Alors, attendez, je vais essayer de... Le pointeur, c'est ça? Pour avancer, le pointeur, c'est là. Ouais. Ah, voilà. Je peux aller jusque-là? Ah, super. Donc là, vous avez donc un nerf, et dans chaque nerf, vous avez donc un contingent moteur et un contingent sensitif, et chacun de ces contingents peut être étudié de façon séparée. Donc ici, on étudie par exemple le contingent moteur du nerf ulnaire en mettant des électrodes sur un petit muscle dépendant du nerf ulnaire qui est l'abducteur du 5e doigt, et on va stimuler le nerf ulnaire en plusieurs positions. Ici, vous avez la stimulation au poignet, ici la stimulation au coude, et ça vous permet d'obtenir ici la réponse au poignet et ici la réponse au coude, en sachant que l'amplitude de la réponse va être le témoin du nombre de fibres motrices fonctionnelles au sein du nerf, et qu'en prenant une distance entre les deux points de stimulation, on va pouvoir calculer une vitesse de conduction, et la vitesse de conduction va être le témoin de l'intégrité de la gaine de myéline qui entoure le nerf. On peut faire exactement la même chose avec donc, les sensitifs. Donc, on peut ici étudier le contingent sensitif du nerf radial. On met des électrodes ici sur la tabatière anatomique et on stimule le nerf radial qui passe ici donc, sur le bord du radius, et on obtient ainsi une réponse. Là aussi, l'amplitude est le témoin du nombre de fibres sensitives qui sont intactes au sein du nerf, et on étudie la vitesse de conduction. Donc ça nous permet donc, et on peut faire ça sur 3 nerfs au membre supérieur, 2 nerfs au membre inférieur, les deux côtés. On peut aussi étudier la face et même les nerfs proximaux des membres inférieurs. Donc tout est adapté en fonction de l'examen clinique. Ensuite, on a l'examen myographique. Alors, l'examen myographique consiste à insérer une fine aiguille donc, au sein d'un muscle, et on va étudier l'activité musculaire, l'activité électrique de ce muscle. Donc, je vous rappelle juste ce qu'est une unité motrice, mais ça a déjà été détaillé dans les topos précédents. L'unité motrice, c'est l'ensemble des fibres musculaires qui dépend du prolongement axonal d'un motoneurone qui est situé ici dans la corne antérieure de la moelle. Donc, lorsque toutes les unités motrices donc, sont intègres, que ce soit du motoneurone, le nerf, la jonction nerf-muscle et le muscle, donc quand toute l'unité motrice est intègre, le tracé est dit donc interférentiel. Vous voyez que vous avez un tracé qui est très riche, d'une amplitude à peu près, on va dire, là, ça couvre à peu près toute la plage, on est souvent en 500 microvolts. Et vous voyez que chaque petit bâton correspond à une unité motrice, et qu'il y en a tellement qu'on n'arrive pas à les compter. Donc ce tracé-là est dit normal. Lorsque vous avez comme ici donc, une unité motrice, vous voyez qui ici est pathologique, parce que le nerf ici est coupé, par exemple. Donc, vous n'allez, au bout de votre aiguille, enregistrer que l'activité de ces, on va dire, 3 fibres musculaires dépendant de cette unité motrice, et vous avez donc un tracé qui est dit pauvre. Vous voyez que là, on peut aisément compter
chaque bâton, là, et chaque bâton correspond à une unité motrice. Et enfin, lorsque ce ne sont pas le motoneurone ou le nerf qui sont touchés, mais la fibre musculaire qui est touchée, vous avez dans ce cas-là donc un tracé qui est donc encore différent du tracé normal, différent de ce tracé donc par atteinte de la commande motrice, qui est donc un tracé qui est de toute petite amplitude, très riche, et qu'on dit donc et qui témoigne là d'une souffrance musculaire. Alors, si on peut lancer la première vidéo, je vous ai filmé comment, enfin peut-être que beaucoup d'entre vous ont déjà eu un examen EMG, mais ça passe pas. Il faut cliquer sur la flèche. Ça marche pas? Bon, alors je vous avais... C'est dommage. Comment? Vous n'arrivez pas à cliquer sur la flèche? Ah, c'est bon. Donc on insère ici, donc on insère l'aiguille dans un tibial antérieur, et donc on étudie d'abord le tracé, donc le tracé, l'activité du muscle d'abord au repos, puis on demande au patient d'activer le muscle. Donc lui, là on va lui demander de remonter la pointe du pied vers lui, et donc on va étudier donc le tracé à l'effort. Donc, au repos, un muscle normal n'a aucune activité de repos. Alors, parfois, donc, on a des activités spécifiques. Alors ici, si on peut lancer la vidéo, c'est bien, mais tant pis, si on ne peut pas. C'est une averse myotonique, donc une activité qu'on a lorsque l'on insère le muscle au repos. Bon, tant pis. Et du coup, ça signe l'existence donc d'une pathologie musculaire qui est donc soit une dystrophie myotonique, soit une canalopathie. Parfois, on a des activités qu'on dit de fibrillation d'endelon positif qui va témoigner d'une nécrose musculaire, tout en sachant que la nécrose musculaire, elle peut être due bien sûr à la lésion du muscle, mais aussi à la lésion, votre muscle qui peut être touché parce que sa commande motrice est malade. Si son motoneurone ou le nerf qui l'innerve est malade, vous aurez ces activités de fibrillation au repos. Ensuite, donc, comme on a vu tout à l'heure, on va activer le muscle. Et donc, lorsque vous activez le muscle, donc, soit vous avez un tracé pauvre et ça témoigne d'une atteinte donc, de la commande nerveuse, soit du nerf, soit du motoneurone. Soit vous avez donc, un tracé très petit, très riche, et ça témoigne plutôt d'une souffrance musculaire. Alors ensuite, donc, pour étudier la jonction neuromusculaire, donc je ne reviens pas sur le détail de la fonctionnalité de la jonction neuromusculaire qui a été exposée tout à l'heure. Et donc, lorsque cette jonction neuromusculaire dysfonctionne, on va pouvoir avoir des anomalies à l'ENMG, et on va étudier cette jonction neuromusculaire en essayant de reproduire sur le plan pas expérimental, mais en laboratoire, un exercice musculaire, et on le fait en stimulant de façon répétée le nerf. On sait que lorsque l'on stimule de façon répétée un nerf à une fréquence supérieure à 1 Hz, donc le plus souvent on utilise une fréquence à 3 Hz, on épuise progressivement le stock de vésicules d'acétylcholine, et donc on révèle l'existence d'une pathologie de la jonction neuromusculaire, puisqu'à l'état normal, on a donc souvent 4 fois plus de molécules d'acétylcholine qu'il est nécessaire pour fonctionner. Donc, sur un muscle normal, on va pouvoir stimuler de façon répétée le nerf et on n'aura aucune anomalie, c'est-à-dire que vous allez avoir une force musculaire qui va rester identique au fur et à mesure de la stimulation. Par contre, si vous avez une jonction neuromusculaire qui est donc pathologique, on va voir apparaître ce que l'on appelle un décrément, c'est-à-dire que la réponse de votre muscle va diminuer progressivement parce que dans certains cas, le courant ne passera plus entre la terminaison axonale et la fibre musculaire. C'est ce que l'on appelle ici le décrément. C'est ce qui est calculé. Alors ce décrément est calculé entre le premier potentiel et le 5e potentiel. Alors cette étude donc,
c'est ce que l'on appelle les stimulations répétitives, donc que généralement donc on réalise à une fréquence de 3 Hz. Donc ici, je vous ai mis la photo de l'étude d'un couple nerf-muscle que l'on fait très fréquemment, qui est la stimulation du nerf radial avec donc des électrodes que l'on va mettre sur le muscle enconé, qui est un tout petit muscle situé au niveau du coude et qui est très très sensible quand on a une atteinte de la jonction neuromusculaire. Donc on cale bien sa stimulation et puis donc on va stimuler ce nerf radial 10 fois. 10 fois de suite, donc à 3 Hz. Si vous avez donc une jonction neuromusculaire qui est normale, vous voyez que l'amplitude de la réponse elle est identique entre le premier potentiel, le 5e potentiel, le 10e potentiel, alors que si vous avez une jonction qui n'est pas normale, notamment dans la myasthénie, vous allez avoir donc une chute progressive de cette amplitude de la réponse musculaire et le décrément sera calculé entre le premier potentiel et le 5e potentiel. Lorsque le décrément est supérieur à 10%, il est considéré comme pathologique. Alors, cela peut être en lien avec une pathologie de la jonction neuromusculaire, mais bien faire attention car ça peut aussi être en lien avec une pathologie musculaire ou une pathologie du motoneurone périphérique. Donc, dans ces pathologies du motoneurone ou dans les pathologies musculaires, on peut avoir un décrément, généralement qui n'est pas très important, 10-15%, sur généralement un territoire. Quand on a quand on a une maladie de la jonction neuromusculaire comme une myasthénie, on a un décrément qui est souvent de 15, 20%, 30%, voire 40%, et parfois, et souvent, dans plusieurs territoires. Alors, les territoires à étudier sont les territoires qui sont symptomatiques sur le plan clinique, c'est-à-dire qu'il est important d'interroger le patient, de l'examiner et d'aller explorer les territoires, donc nerfs, muscles, qui sont le plus parlants sur le plan clinique. Donc, vous voyez que ces stimulations répétitives sont à peu près positives chez 60%, dans 60% des cas dans la myasthénie généralisée, par contre, pas plus de 30-40% des cas dans les myasthénies oculaires. Alors, d'autres types de stimulation qui sont les stimulations répétitives à haute fréquence. Alors, haute fréquence, ça veut dire au-delà de 20 Hz. Donc, on utilise des stimulations de 20 ou 50 Hz qui sont extrêmement désagréables. C'est-à-dire que vous tétanisez le muscle et c'est souvent douloureux. Ce n'est utilisé, enfin pour ma part, je ne les utilise que chez le patient chez qui on ne peut pas avoir qui est tétraplégique, chez qui on ne peut pas avoir d'effort musculaire minimal. Donc, c'est souvent chez des patients qui sont en réanimation et chez lesquels on peut demander une sédation pour que la stimulation répétitive haute fréquence soit mieux tolérée. Donc, dans les autres cas, on va donc non pas faire une stimulation répétitive haute fréquence, mais rechercher ce que l'on appelle une potentiation post-effort. Donc, ces deux types d'examens permettent d'étudier la partie présynaptique de la jonction neuromusculaire. C'est cette partie-là donc qui est pathologique dans le syndrome myasthénique de Lambert-Eaton. Et donc, dans ce cas-là, dans les Lambert-Eaton, comme dans le botulisme, où imaginons un patient inondé de toxines botuliniques, on va avoir des décréments, donc vous voyez ici, alors je ne vois pas trop les chiffres, ah maintenant si je les ai là, donc on a des décréments qui sont vraiment pathologiques, 42% sur un radial enconé, donc ici 15% donc, sur l'abducteur du 5, donc vous voyez des décréments sur les stimulations répétitives à basse fréquence, donc vous voyez ici les images de décréments. Et donc, dès que vous demandez au patient de faire un effort, ce qu'on appelle c'est un effort bref de 10 secondes, vous voyez que la réponse motrice qui était initialement toute petite parce que cette jonction fonctionne mal et que le courant ne parvient pas donc à passer de la partie présynaptique à la partie post-synaptique parce que dans le Lambert-Eaton, ce sont les canaux calciques qui sont donc bloqués. Dès qu'on demande au patient donc, de faire cet effort bref de 10 secondes et qu'on restimule le nerf derrière, vous avez donc une amplitude de la réponse motrice qui grandit parfois de 200 ou 300%, et cela est
caractéristique d'une atteinte de la jonction présynaptique. Donc, si bien que de façon systématique, on sait, enfin, dans tous les laboratoires, je pense, d'électroneurommyographie, on sait que devant toute petite amplitude motrice, il faut faire un effort bref pour ne pas passer à côté d'une atteinte de la jonction neuromusculaire présynaptique. Et enfin, donc, le dernier outil que l'on utilise en électroneurommyographie, c'est le MG de fibre unique. Donc, dans le laboratoire, on pratique l'examen de fibre unique de façon parfois pluriquotidienne. C'est un examen qui n'est réalisé que dans quelques sondes, car c'est vrai que c'est un examen qui est très chronophage. C'est un examen qui dure environ, on va dire, entre 30 minutes et 1 heure. Donc c'est compliqué, c'est long pour le patient, c'est long pour le médecin qui le réalise, mais c'est quand même un examen qui est très utile dans le diagnostic des myasthénies oculaires, puisque le diagnostic en stimulation répétitive n'est positif que dans moins de 30% des cas, et dans certaines myasthénies généralisées, comme dans les myasthénies anti-MuSK, où les stimulations répétitives sont réputées comme souvent négatives, et on s'aide souvent de la fibre unique pour faire ces diagnostics. Donc, dans l'examen, pour être assez, j'espère, clair, pardon, dans cet examen, on va donc étudier la conduction à l'échelle, non pas du muscle, comme l'on fait pour la stimulation répétitive, mais à l'échelle de la fibre musculaire. C'est-à-dire que l'on va insérer donc une aiguille. Alors, souvent, on l'insère donc dans le muscle frontal, et on va placer notre aiguille entre 2 fibres musculaires qui appartiennent à la même unité motrice. Et on va donc demander au patient de ne contracter que 2 fibres musculaires. Alors pour ne contracter que 2 fibres musculaires, on ne lui demande surtout pas d'élever les sourcils, parce que là, on a un bruit d'enfer et on a toutes les fibres musculaires qui se contractent en même temps. On lui demande juste d'élever le regard un tout petit peu en arrière pour ne contracter que très très peu de fibres, et on enregistre ainsi, donc vous voyez ici, 2 fibres musculaires. En voilà une qui a un aspect, donc vous voyez, triphasique, et une deuxième. Alors j'avais une super vidéo de fibre unique, mais de jitter, mais je ne sais pas si elle va passer. Ah super. Donc vous voyez que là vous avez une fibre qui est bien stable, vous la prenez comme repère, et la deuxième fibre est celle que vous allez étudier. On peut relancer s'il vous plaît? C'est super beau. Et du coup, vous voyez que l'intervalle entre cette fibre-là et celle-là varie énormément. Parfois même, la fibre disparaît complètement, ce qui témoigne d'une anomalie de la jonction neuromusculaire. Bon, ça, je pense que 3, ça va aller. Alors, je reviens là. Voilà. Donc, du coup, c'est un examen qui est essentiellement, enfin, moi, que j'utilise essentiellement dans le frontal, parce que ça me permet aussi de faire le diagnostic de myasthénie oculaire. C'est parfois réalisé dans l'extenseur des doigts, mais dans ce cas-là, on est loin des yeux. Et donc, ça peut être positif dans une myasthénie généralisée, mais ça ne le sera pas forcément dans une myasthénie purement oculaire. Voilà. Et donc après, on va passer. Alors, je vais détailler les diagnostics différentiels en fonction de la présentation clinique. Donc, lorsqu'il y a une présentation oculaire avec soit un ptosis, soit une diplopie, soit un déficit de l'orbiculaire de l'œil. On va donc dans tous les cas commencer par une étude. Donc d'abord, ça peut être une myasthénie oculaire. Donc un test simple, comme l'a dit tout à l'heure M. Clerc, c'est donc le test du glaçon. Vous appliquez un glaçon 2 minutes sur l'œil et vous voyez l'œil s'ouvrir. C'est assez pathognomonique de la myasthénie positive dans plus de 80% des cas. Donc c'est un très bon examen clinique. Donc on fait dans tous les cas des stimulations répétitives qui sont rarement positives, et un examen de fibre unique qui est souvent positif. En 90% des cas, ce n'est pas mon expérience, je suis plutôt à 80% que 90% des myasthénies oculaires. On cède aussi des anticorps. Dans tous les cas, devant une symptomatologie même purement oculaire, on va aller étudier, comme on l'a vu tout à l'heure, les conductions motrices et les conductions sensitives. Là, je vous montre le MG d'une dame que l'on a vue avec comme plainte essentielle une vision double.
dans les suites d'une rhinopharyngite, puis est apparu donc des troubles de l'équilibre. Et vous voyez que, alors vous ne connaissez pas les valeurs, mais croyez-moi sur parole, ces amplitudes-là de réponse sensitive sont très faibles. Ça, c'était donc lorsqu'on l'a vu en janvier 2022, lorsqu'on a contrôlé son EMG, vous voyez que les amplitudes, on est passé de 4 sur un médian à 32. Donc, elle a récupéré des amplitudes normales et ça, c'était donc une atteinte des nerfs crâniens qui était d'origine inflammatoire dans les suites de son épisode de rhinopharyngite. C'est un peu comme une atteinte, comme, je ne sais pas si vous connaissez le terme de Guillain-Barré, mais c'est une atteinte inflammatoire des nerfs localisée au niveau de la sphère céphalique et qui peut donner un tableau de vision double, d'où l'intérêt d'études des vitesses de conduction motrices et surtout sensitives dans ce cas-là, dans des tableaux purement oculaires. Alors, devant donc un tableau purement oculaire, on va donc étudier les conductions motrices sensitives. On peut parfois donc mettre en évidence des anomalies, soit un vrai Guillain-Barré, soit ces atteintes isolées plutôt encéphaliques qu'on appelle les Miller-Fisher. On peut avoir des tableaux de neuropathie, et quand on a des arguments aussi pour une atteinte musculaire, on pourra donc s'orienter vers une atteinte de la mitochondrie. Si donc les vitesses de conduction motrice et sensitive sont normales devant votre symptomatologie oculaire, on va aller donc réaliser des stimulations répétitives. Soit elles sont positives et nettement positives, donc on dira que c'est une myasthénie généralisée à présentation oculaire. Toujours faire attention à l'importance du décrément et à sa localisation pour ne pas avoir un faux positif, comme on peut le voir, on le verra dans la SLA ou dans les atteintes musculaires. Et si les stimulations répétitives à 3 Hz sont normales, on n'abandonne pas la piste de la myasthénie oculaire et on va jusqu'à réaliser un examen de fibre unique. De façon systématique, on réalisera un examen myographique, notamment dans les muscles des ceintures, donc volontiers dans le deltoïde ou dans le quadriceps, et donc à la recherche d'une souffrance musculaire, car parfois ce ptosis, cette diplopie peuvent révéler une pathologie musculaire, donc comme les dystrophies oculopharyngées, qui sont des pathologies autosomiques dominantes et qui sont de révélation tardive et qui peuvent rester longtemps sous la forme d'un ptosis isolé. Les atteintes de la mitochondrie, qui sont des maladies un peu ubiquitaires, qui touchent plusieurs organes, qui peuvent donc toucher le nerf, mais qui peuvent aussi toucher le muscle, et notamment les muscles des yeux, donner un tableau de ptosis. Et le diagnostic évoqué par l'EMG sera confirmé par la biopsie musculaire et la biologie moléculaire, comme d'autres pathologies musculaires. Alors, autre présentation clinique, c'est donc là c'était juste pour vous montrer une présentation clinique de mitochondriopathie avec donc cette atteinte, donc ce ptosis, cette atteinte noyée, cette limitation importante des mouvements des yeux, avec des stimulations répétitives qui étaient là normales, mais par contre une fibre unique qui était pathologique et une biopsie musculaire qui était donc en faveur d'une mitochondriopathie. Au diagnostic différentiel, on en a parlé brièvement tout à l'heure, c'est le BASDO, c'est l'hyperthyroïdie, un hyperfonctionnement de la thyroïde qui peut donner aussi un aspect de mauvaise oculomotricité, donc des mouvements oculaires qui vont être limités et qui seront limités cette fois par une infiltration des muscles oculomoteurs. Dans ce cas-là, l'EMG peut parfois trouver une souffrance musculaire de la ceinture, c'est-à-dire des épaules, mais donc c'est peu rentable et souvent le diagnostic est fait bien sûr par le dosage des hormones thyroïdiennes et de la TSH, mais surtout par l'IRM musculaire des muscles oculomoteurs. Autre présentation clinique, c'est les atteintes donc bulbaires, c'est-à-dire des patients qui, dans le cas d'une myasthénie, présentent des signes de gravité que sont donc la difficulté articulatoire, la dysarthrie, la dysphonie avec un volume vocal qui diminue, des troubles de déglutition. Et dans ce cas-là, le principal diagnostic différentiel de la myasthénie, ça va être la sclérose latérale amyotrophique, qui est une atteinte dégénérative de l'ensemble de la voie motrice. Donc la voie motrice centrale, donc qui va donc du motoneurone central qui se situe au niveau du lobe frontal et qui va donc jusque dans la moelle, la corne antérieure de la moelle et qui prend le relais. Là, il y a un relais par le motoneurone périphérique qui va donc de la corne antérieure de la moelle jusque dans les muscles.
Et dans cette sclérose latérale amyotrophique, on a donc généralement à l'examen clinique des signes d'atteinte à la fois du motoneurone central, tant sur le plan clinique que sur l'IRM. Alors sur l'IRM, vous avez des signes qui sont parfois extrêmement discrets, qui sont je ne sais pas si vous le voyez bien là, mais il y a un petit liseré en hyposignal ici. Voilà, juste ce petit liseré là, hein, qui peut témoigner, donc qui est assez pathognomonique de l'atteinte du faisceau pyramidal dans la SLA. Et vous avez donc une atteinte du motoneurone périphérique. Or, on a vu tout à l'heure que le motoneurone périphérique, c'était le début de l'unité motrice. Et donc, vous allez avoir donc, dans ces cas-là des anomalies franches à l'examen myographique avec des activités notamment de repos dans tous les territoires qui vont être touchés à l'examen clinique. Donc on étudiera bien sûr les territoires bulbaires, donc on ira piquer la langue, on ira étudier les territoires dans la région cervicale, donc les membres supérieurs. Dans la région thoracique, on va aller mettre une aiguille dans les abdominaux et les paravertébraux. Et donc, dans la région lombaire ou lombosacrée, on ira donc étudier à l'examen myographique les muscles des jambes. Donc, je vous présente le dossier donc, de cette patiente qui est venue me voir pour un tableau initialement... 5 minutes ? Ouais, alors, un tableau initialement de fatigabilité diffuse, étiqueté myasthénie. Vous voyez que toutes les vitesses là sont normales, motrices, sensitives. Et là, par contre, donc, quand on pique ces muscles... Est-ce que la vidéo passe, là, celle-là là lorsque l'on pique ces muscles, vous avez, donc, je mets partout souvent FD, c'est pour fibrillation d'énervation. Donc, on a ces activités de repos. Non, ça passe pas. Ces activités de repos dans les muscles qui témoignent donc d'une atteinte motoneuronale diffuse. Donc, cette patiente, malheureusement, n'avait pas de myasthénie, mais une atteinte motoneuronale diffuse dans le cadre d'une sclérose latérale amyotrophique. Juste un petit... Celle-là ne va pas passer, c'est dommage non plus. Maintenant, on s'aide aussi de l'échographie musculaire pour rechercher un des signes caractéristiques de la SLA, qui sont les fasciculations. Donc, on met un petit coup de sonde d'écho sur les muscles et on voit les fasciculations, ce qui peut nous aider à faire le diagnostic, notamment dans les fasciculations des muscles profonds ou de la langue. Et enfin, dernière diapo, c'est donc pareil, quand on a un tableau de fatigabilité un peu diffuse au niveau des membres, on va avoir la même démarche diagnostique que pour les yeux, c'est-à-dire qu'on va étudier les conductions motrices et sensitives, soit c'est pathologique et à ce moment-là, on peut avoir donc une neuropathie aiguë, diffuse, dysimmune qui peut être un Guillain-Barré, soit on peut avoir d'autres types de neuropathies, soit si les vitesses sensitives et motrices sont normales, on va aller faire des stimulations répétitives. À 3 Hz, si elles sont positives, on prend un diagnostic de myasthénie généralisée, mais que l'on toujours bien faire attention au fait que ces stimulations répétitives peuvent être positives dans une SLA, donc on fera dans tous les cas un examen myographique bien complet pour ne pas passer à côté d'une souffrance musculaire diffuse dans des myosites inflammatoires ou une myosite à inclusion ou dans une atteinte motoneuronale, au premier rang desquelles vous avez donc la sclérose latérale amyotrophique. Si lorsque sur la conduction motrice, vous avez des amplitudes motrices qui sont diminuées, que vous avez des stimulations répétitives qui montrent un décrément, il ne faut pas oublier dans ces cas-là de faire une potentiation post-effort pour authentifier l'existence d'une atteinte de la jonction présynaptique. Donc l'EMG, c'est un examen qui ne peut être interprété que si vous avez bien interrogé et bien examiné votre patient. Ça vous permet de guider la technique que vous allez utiliser. Si on explique au patient ce que l'on va faire et ce que l'on cherche, généralement l'examen est bien toléré parce qu'il a quand même une très mauvaise réputation. Et on doit donc, au fur et à mesure de ce qu'on trouve à l'examen myographique, s'adapter et adapter les techniques pour essayer d'avoir le diagnostic le plus précis possible. On essaye donc de développer par ailleurs d'autres techniques en utilisant des courants de basse intensité ou d'autres techniques comme l'échographie pour améliorer la tolérance de l'examen qui reste un examen clé pour toutes les pathologies du système nerveux périphérique. Voilà, merci.